Le 15 mai 1999, Marie Masson ouvrit sa boîte aux lettres comme chaque matin depuis 17 ans. Mais cette fois-ci, entre les factures et les prospectus publicitaires, se trouvait une enveloppe sans timbre, sans cachet de la poste, avec seulement son nom écrit d'une écriture maladroite. À l'intérieur, 4 pages couvertes d'une écriture française hésitante, avec des mots qui lui glacèrent le sang. « Maman, c'est moi, Fabien. Je suis vivant. » Comment était-ce possible? Son fils avait disparu en 1982 lors d'une excursion scolaire à Marseille. Il avait alors 14 ans. Qui pouvait connaître ces détails intimes que seul Fabien connaissait? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. En 1982, Marseille était une ville en pleine transformation. Le port autonome employait encore des milliers de dockers et les quartiers populaires du centre-ville vibraient d'une activité industrielle intense. La famille Masson habitait dans le 15e arrondissement, dans une modeste maison mitoyenne de la rue Fortuné-Marion, près du métro Bougainville, qui venait d'être inauguré. Claude Masson, 42 ans, travaillait comme mécanicien naval au chantier de réparation navale de la Ciotat. Chaque matin à 5 heures, il prenait sa Renault 12 pour rejoindre son poste. Marie, 38 ans, enseignait le français au collège Edmond Rostand dans le 6e arrondissement. Elle avait obtenu ce poste 3 ans plus tôt, après avoir terminé ses études à l'université d'Aix-en-Provence. Fabien était leur fils unique. À 14 ans, il était un élève moyen mais curieux, passionné par les bateaux comme son père. Il rêvait de devenir capitaine au long cours et passait ses après-midi à dessiner des navires dans ses cahiers. Ses parents le décrivaient comme un garçon calme, peut-être un peu trop confiant avec les inconnus. Il avait une cicatrice distinctive sur la main droite, résultat d'une chute de vélo à l'âge de 8 ans, et portait toujours un bracelet en cuir tressé que sa grand-mère lui avait offert. La famille vivait une existence paisible, rythmée par les horaires de travail et les week-ends passés à explorer les calanques. Marie cultivait un petit potager derrière la maison où elle faisait pousser des tomates et des herbes de Provence. Claude bricolait dans son garage, réparant les appareils électroménagers des voisins pour arrondir les fins de mois. Fabien aidait parfois, apprenant les rudiments de la mécanique. Le quartier était typique des zones populaires marseillaises de l'époque, un mélange de familles françaises de souche et d'immigrants maghrébins arrivés dans les années 60. Les enfants grandissaient ensemble, jouaient au football sur la place Jean Jaurès et se retrouvaient à la sortie du collège. Fabien avait pour meilleur ami Samir Kaldi, dont les parents tenaient une épicerie rue de Lyon. Le matin du 23 mars 1982, Fabien se leva à 6h30 comme d'habitude. Il avait préparé son sac la veille au soir pour l'excursion scolaire au port autonome de Marseille. Sa classe de 4e, dirigée par Madame Juliette Blanchard, professeure d'histoire-géographie, devait visiter les installations portuaires dans le cadre d'un projet sur l'économie méditerranéenne. Marie prépara le petit déjeuner habituel. Café au lait, tartines de beurre et confiture d'abricots. Fabien portait son jean préféré, un pull rouge tricoté par sa grand-mère et ses baskets Adidas blanches. Il avait glissé dans sa poche 10 francs que son père lui avait donnés pour s'acheter une carte postale. « Tu fais attention à toi, mon chéri », lui dit Marie en l'embrassant sur le front. « Et surtout, tu ne t'éloignes pas du groupe. »« Eh oui, maman, je ne suis plus un bébé », répondit Fabien en riant. Ce furent les dernières paroles que sa mère entendit de sa bouche. À 7h45, Fabien rejoignit ses camarades devant le collège. L'autocar Phocéa Transport était déjà stationné dans la cour. Madame Blanchard fit l'appel. 28 élèves étaient présents, accompagnés de 2 professeurs et d'un parent d'élève bénévole, Monsieur Fernand Gauthier. Le trajet jusqu'au port dura 40 minutes. L'autocar longea la Canebière, puis bifurqua vers les quais de la Joliette. Fabien s'assit à côté de son ami Samir, près d'une fenêtre. Il regardait fasciné les grues et les navires qui se profilaient dans le port. À 9h30, le groupe arriva au bureau d'accueil du port autonome.
Monsieur Jean-Pierre Cazeneuve, responsable des relations publiques, les accueillit avec un sourire professionnel. Il était habitué à ces visites scolaires, organisées plusieurs fois par mois depuis que le port avait décidé d'ouvrir ses portes au public. La visite commença par un exposé dans une salle de conférence. Monsieur Cazeneuve expliqua l'histoire du port, ses différents bassins, les types de marchandises qui y transitaient. Fabien prit des notes consciencieusement, posant même quelques questions sur le fonctionnement des grues de chargement. À 10h45, le groupe se dirigea vers les quais pour la visite pratique. Ils empruntèrent des couloirs industriels, traversèrent des zones de stockage, observèrent les dockers au travail. L'ambiance était bruyante, klaxons des camions, sifflets des grues, cris des ouvriers. C'est dans ce chaos organisé que Fabien Masson disparut. Selon les témoignages reconstitués plus tard, le groupe s'était arrêté près du bassin East, face à un cargo battant pavillon libyen. Madame Blanchard expliquait les procédures de déchargement quand plusieurs élèves s'approchèrent d'une pile de containers pour mieux voir les opérations de manutention. Samir Kaldi témoigna que Fabien était juste à côté de lui, il y a quelques secondes. Il regardait un marin qui réparait un cordage. Il a dit qu'il voulait demander comment on fait ce nœud. J'ai tourné la tête pour écouter la prof, et quand j'ai regardé à nouveau, il n'était plus là. Christelle Moretti, une camarade de classe, déclara avoir vu Fabien se diriger vers un entrepôt situé à une 50aine de mètres. Il marchait normalement. Il ne courait pas. J'ai pensé qu'il allait aux toilettes. Ce n'est qu'à 11h20, lors du regroupement prévu, que Madame Blanchard réalisa l'absence de Fabien. Un rapide appel ne donna aucun résultat. La panique s'installa progressivement dans le groupe. Monsieur Cazeneuve fut immédiatement alerté. Il contacta la sécurité du port, qui entama des recherches dans un périmètre de plus en plus large. À midi, après une heure de recherche infructueuse, la police fut prévenue. L'inspecteur Henri Lefebvre, de la brigade des mineurs du commissariat du 2e arrondissement, arriva sur les lieux à 12h45. Homme d'expérience, il avait déjà traité plusieurs cas de disparition d'enfants. Son approche était méthodique. Interroger tous les témoins, sécuriser la zone, lancer un avis de recherche. Les premières constatations furent troublantes. Fabien avait disparu dans une zone normalement surveillée, en plein jour, sans que personne ne remarque quoi que ce soit d'anormal. Les caméras de surveillance de l'époque, peu nombreuses et de mauvaise qualité, n'avaient rien enregistré d'exploitable. Dans les heures qui suivirent, le port autonome de Marseille fut littéralement passé au peigne fin. Les équipes de recherche, renforcées par des volontaires, fouillèrent chaque entrepôt, chaque recoin, chaque navire amarré. Les plongeurs de la brigade fluviale inspectèrent les bassins, redoutant le pire. Marie et Claude Masson furent prévenus à 14h par un appel téléphonique du collège. Marie s'effondra immédiatement. Claude quitta son travail et fonça vers le port, les mains tremblantes sur le volant de sa Renault 12. L'inspecteur Lefebvre les reçut dans un bureau du port. Il expliqua la situation avec la délicatesse requise, sans dissimuler la gravité de la situation. Nous mettons tous nos moyens en œuvre pour retrouver votre fils, mais j'ai besoin de votre aide pour comprendre. Les questions fusèrent. Fabien avait-il des problèmes à l'école? Des difficultés familiales? Avait-il déjà fait des fugues? Était-il influençable? Avait-il parlé de rencontres suspectes? À toutes ces questions, Marie et Claude répondaient par la négative. Fabien était un enfant équilibré, heureux, sans problème particulier. Il n'avait jamais fugué, même pas pour une heure. Il était peut-être naïf, mais pas rebelle. L'enquête s'orienta rapidement vers plusieurs pistes. La première était l'accident. Fabien avait pu tomber dans un bassin et se noyer, mais les recherches subaquatiques ne donnèrent rien. La seconde était la fugue. Mais aucun élément ne permettait de la justifier. La troisième, la plus redoutée, était l'enlèvement. Dans les jours qui suivirent, l'inspecteur Lefebvre et son équipe interrogèrent tous les employés du port présents ce jour-là. Plus de 150 personnes furent entendues, dockers, mécaniciens, chauffeurs, agents de sécurité, marins des navires amarrés. Un témoignage attira particulièrement l'attention.
Ahmed Ben Ali, docker de 50 ans, déclara avoir vu un adolescent correspondant à la description de Fabien discuter avec un homme près du bassin ouest, vers 11 heures. Le gamin avait l'air intéressé par ce que lui disait l'homme. Il parlait de bateau, je crois. J'ai pas fait attention sur le moment. Malheureusement, Ahmed ne put donner une description précise de l'homme. La quarantaine, cheveux bruns, habillé comme un marin. Il y en a des centaines comme ça dans le port. Cette piste fut explorée minutieusement. Tous les marins des navires présents furent interrogés. Leurs alibis furent vérifiés. Aucun élément suspect n'émergea. Les recherches continuèrent avec une intensité décroissante. L'avis de recherche fut diffusé dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La photo de Fabien, souriant dans son pull rouge, fut placardée sur tous les panneaux d'affichage de Marseille. Marie et Claude organisèrent leur vie autour de cette disparition. Marie prit un congé de maladie, incapable de reprendre ses cours. Claude continua à travailler, mais ses collègues remarquèrent de son air absent, ses erreurs répétées. Le soir, ils se retrouvaient tous les deux dans la cuisine, ressassant les mêmes hypothèses, les mêmes espoirs. Le téléphone sonnait régulièrement. Des témoins pensaient avoir vu Fabien à la gare Saint-Charles, sur la Canebière, dans un bus à Aubagne. Chaque appel redonnait espoir. Chaque vérification le brisait un peu plus. Un mois après la disparition, l'inspecteur Lefebvre fit le point avec les parents. « Nous avons épuisé toutes les pistes locales. Je ne vais pas vous mentir, après un mois sans nouvelles, les chances de retrouver Fabien vivant diminuent considérablement. » Marie refusa d'entendre ces mots. « Mon fils est vivant, je le sens. Une mère sait ces choses-là. » L'enquête bascula alors vers une dimension plus large. Les services de police diffusèrent l'avis de recherche au niveau national, puis international. Des contacts furent pris avec Interpol. On suspecta un réseau de trafiquants, sans jamais pouvoir le prouver. Petit à petit, l'affaire Fabien Masson rejoignit le dossier des disparitions non élucidées. L'inspecteur Lefebvre continuait à recevoir des signalements sporadiques, mais les pistes s'amenuisaient. Au bout d'un an, le dossier fut classé sans suite, tout en restant ouvert. La disparition de Fabien transforma radicalement la vie de ses parents. Marie finit par reprendre le travail 6 mois plus tard, mais elle n'était plus la même. Ses collègues la décrivaient comme absent, préoccupée. Elle avait perdu 15 kilos et ses cheveux avaient blanchi prématurément. Claude, de son côté, se noyait dans le travail. Il acceptait toutes les heures supplémentaires, tous les dépannages d'urgence. Le soir, il s'installait dans le garage et bricolait jusqu'à tard dans la nuit, incapable de supporter le silence de la maison. Leur couple, solide depuis 16 ans, commença à se fissurer. Ils ne parlaient plus que de Fabien, de l'enquête, des nouvelles pistes. Ils consultèrent des voyants, contactèrent des radiesthésistes, explorèrent toutes les voies irrationnelles que leur désespoir leur suggérait. Le 23 mars 1983, premier anniversaire de la disparition, ils organisèrent une messe à l'église Saint-Joseph du quartier. Une quarantaine de personnes étaient présentes. Des voisins, des collègues, des parents d'élèves. Madame Blanchard vint aussi, rongée par la culpabilité. « Je me demande chaque jour ce que j'aurais pu faire différemment », confia-t-elle à Marie. « J'aurais dû mieux surveiller, j'aurais dû anticiper. » Marie la consola. « Ce n'est pas votre faute. Fabien était un enfant responsable. Personne n'aurait pu prévoir. » Au fil des ans, la douleur évolua. L'espoir fou des premiers mois céda place à une attente résignée. Marie transforma la chambre de Fabien en sanctuaire. Elle y conservait ses affaires exactement comme il les avait laissées. Les cahiers sur le bureau, les posters de bateau au mur, les vêtements dans l'armoire. Chaque année, le 23 mars, elle y déposait une rose rouge et parlait à son fils comme s'il était présent. « Tu me manques, mon chéri. Si tu es quelque part, donne-moi un signe. N'importe quoi, juste pour que je sache que tu es en vie. » Claude, moins expansif, exprimait différemment son chagrin. Il avait pris l'habitude de faire de longues marches le long des quais du port, là où son fils avait disparu. Il scrutait les visages, espérant apercevoir les traits de Fabien dans un adolescent, puis dans un jeune homme. Les années passèrent. 1985, 1990, 1995.
Fabien aurait eu 17 ans, 22 ans, 27 ans. Ses parents imaginaient comment il aurait évolué, quelle carrière il aurait choisi s'il aurait fondé une famille. Ils consultèrent régulièrement l'inspecteur Lefebvre, puis ses successeurs. De nouveaux témoignages arrivaient sporadiquement. Un homme ressemblant à Fabien aperçu à Nice, un autre à Lyon. Chaque fois, l'espoir renaissait. Chaque fois, la déception était au bout. En 1995, 13 ans après la disparition, Claude commença à développer des problèmes cardiaques. Le médecin lui prescrivit du repos, mais comment se reposer quand on porte un tel poids? Marie s'inquiétait pour lui, mais aussi pour elle-même. Elle approchait de la cinquantaine et sentait ses forces décliner. « Et si on ne le retrouve jamais ?» demanda-t-elle un soir à son mari. « Alors on continuera à l'attendre », répondit Claude simplement. L'année 1999 commença comme les autres. Marie, 55 ans, enseignait toujours au collège Edmond Rostand. Claude, 59 ans, avait été muté au service d'entretien des chantiers navals, son cœur ne supportant plus les efforts physiques intenses. Ils avaient déménagé 3 ans plus tôt, ne supportant plus de vivre dans la maison où Fabien avait grandi. Leur nouvel appartement, rue Breteuil, dans le 6e arrondissement, était plus petit, mais plus lumineux. Marie avait installé les affaires de Fabien dans une chambre d'amis, conservant pieusement ses souvenirs. Le 23 mars 1999, 17e anniversaire de la disparition, ils se rendirent comme chaque année au cimetière Saint-Pierre, où ils avaient fait installer une stèle à la mémoire de leur fils. Fabien Masson, 1967-1982, notre fils bien-aimé. Le point d'interrogation avait été leur idée, pour signifier qu'ils ne renonçaient pas. La routine de leur deuil s'était installée. Marie allait au travail, rentrait, préparait le dîner. Claude terminait ses journées à 18h, s'arrêtait parfois boire un café avec des collègues, rentrait vers 19h. Le soir, il regardait la télévision, lisait, se couchait tôt. Leur relation sociale s'était réduite au minimum. Ils voyaient encore quelques amis proches, mais évitaient les grandes réunions familiales où la question de Fabien revenait inévitablement. Ils n'avaient pas voulu d'autres enfants, comme si cela avait été une trahison. Le 15 mai 1999 était un samedi. Marie descendit chercher le courrier vers 9h, comme d'habitude. Dans la boîte aux lettres, elle trouva les éléments habituels. Facture d'électricité, publicité pour un supermarché, relevé de compte bancaire, et cette enveloppe blanche, sans timbre, avec son nom écrit d'une écriture maladroite. Elle remonta dans l'appartement, intriguée. Claude était sous la douche. Elle s'installa dans la cuisine et ouvrit l'enveloppe. 4 pages, couvertes d'une écriture française hésitante, avec des fautes d'orthographe et de syntaxe. Le début la fit vaciller. « Chère maman, c'est moi, Fabien. Je sais que tu vas avoir du mal à le croire. Mais je suis vivant, j'ai maintenant 32 ans et je vis très loin de la France. Je ne peux pas te dire où exactement, mais je voulais que tu saches que je pense à toi tous les jours. » Marie dut s'asseoir. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses tempes. Elle poursuivit la lecture, les mains tremblantes. « Je me souviens de ton potager derrière la maison où tu faisais pousser des tomates. Tu m'avais appris à faire des boutures de basilic. Je me souviens aussi de la cicatrice sur ma main droite, quand je suis tombé de vélo devant chez les Fernandez. Papa m'avait emmené à l'hôpital de la Conception et tu avais pleuré en voyant le sang. » Ces détails étaient exacts. Personne d'autre que Fabien ne pouvait les connaître. Marie continua, le souffle court. « J'ai été enlevé ce jour-là au port par des hommes qui ont dit qu'ils avaient du travail pour moi sur un bateau. J'étais naïf. J'ai cru qu'ils me proposaient un stage. Ils m'ont emmené loin, très loin. J'ai vécu des années difficiles, mais je suis toujours vivant. » La lettre continuait sur 3 pages, décrivant sans entrer dans les détails une vie d'errance et de travail forcé. L'écriture était effectivement celle d'un adulte qui avait appris le français enfant mais l'avait peu pratiqué depuis. Certains mots étaient approximatifs, la syntaxe parfois hésitante. « Je ne peux pas revenir maintenant. C'est trop dangereux pour moi et pour vous. Mais je voulais que tu saches que je suis en vie, que je vous aime toujours, toi et papa. J'espère qu'un jour on pourra se revoir. En attendant, prends soin de toi, ton fils qui t'aime. Fabien. » Claude sortit de la douche,
au moment où Marie terminait sa lecture. Il la trouva effondrée sur sa chaise, la lettre entre les mains. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Marie ne put que lui tendre la lettre. Claude la lut d'une traite, puis la relut. Son visage passa par toutes les émotions. Incrédulité, espoir, doute, colère. C'est impossible, c'est forcément une plaisanterie de mauvais goût. Mais les détails, Claude, ces détails que seul Fabien connaît. Ils passèrent le reste de la journée à analyser chaque mot, chaque phrase. L'écriture leur semblait effectivement familière, même déformée par les années. Le style correspondait à ce qu'aurait pu devenir le français de Fabien après 17 ans d'absence. Le lundi matin, Marie contacta le commissariat. L'inspecteur Lefebvre avait pris sa retraite en 1995, mais l'affaire avait été reprise par l'inspecteur Marc Santini, spécialisé dans les disparitions d'enfants. L'inspecteur Santini était un homme méticuleux, âgé de 45 ans. Il avait rejoint la police judiciaire de Marseille en 1985 et avait eu l'occasion de consulter le dossier Fabien Masson à plusieurs reprises. Cette affaire non résolue l'avait toujours intrigué. Quand Marie et Claude se présentèrent à son bureau avec la lettre, il la lut attentivement, sans montrer d'émotion particulière. Il connaissait la détresse des familles et les nombreuses fausses pistes que génèrent les disparitions médiatisées. « Je comprends votre émotion, » dit-il calmement, « mais nous devons rester prudents. Il y a des gens qui s'amusent à ce genre de plaisanteries cruelles. Mais les détails, » insista Marie, « ces détails intimes que seul Fabien connaissait. » L'inspecteur Santini avait déjà réfléchi à cette objection. « Madame Masson, votre fils a disparu il y a 17 ans. Depuis, vous avez parlé à des dizaines de personnes, policiers, journalistes, amis, voisins. Certains détails ont pu filtrer. Néanmoins, il accepta de rouvrir officiellement l'enquête. La lettre fut envoyée au laboratoire de police scientifique pour analyse graphologique et recherche d'empreintes. Les résultats arrivèrent 15 jours plus tard. Aucune empreinte exploitable n'avait été trouvée sur le papier ou l'enveloppe. L'analyse graphologique était plus intéressante. L'écriture présentait des similitudes avec celle de Fabien adolescent, mais aussi des différences significatives. Le rapport concluait compatible avec une évolution naturelle de l'écriture sur 17 ans, mais sans certitude absolue. L'inspecteur Santini décida d'approfondir l'enquête. Il reprit contact avec tous les témoins encore vivants de la disparition de 1982. Madame Blanchard, l'ancienne professeure, était décédée en 1996. Monsieur Cazeneuve, le responsable du port, était à la retraite, mais accepta de témoigner à nouveau. Samir Kaldi, le meilleur ami de Fabien, était devenu informaticien. Il habitait maintenant à Aix-en-Provence et avait fondé une famille. Quand l'inspecteur Santini le contacta, il accepta immédiatement de l'aider. « J'ai pensé à Fabien tous les jours pendant des années », confia-t-il. « On était vraiment comme des frères. Sa disparition a marqué toute ma vie. » Samir lut la lettre avec attention. « Le style me rappelle effectivement Fabien. Il écrivait déjà comme ça au collège, avec des phrases simples et directes. Mais après 17 ans... » L'enquête prit une nouvelle dimension quand l'inspecteur Santini décida de faire appel à un linguiste spécialisé dans l'analyse des textes. Le professeur Antoine Delmas, de l'université d'Aix-Marseille, étudia la lettre pendant plusieurs semaines. Son rapport fut troublant. Le français de cette lettre présente des caractéristiques d'une langue maternelle partiellement oubliée. On note des influences probables de l'arabe dans la construction syntaxique, ainsi que des calques linguistiques typiques d'une immersion prolongée dans un environnement arabophone. Cette conclusion relança l'enquête. Si Fabien était effectivement l'auteur de la lettre, cela signifiait qu'il avait vécu dans un pays arabe. L'inspecteur Santini contacta les services d'Interpol pour élargir les recherches au Maghreb et au Moyen-Orient. Parallèlement, il fit appel à un détective privé spécialisé dans les disparitions internationales. Jean-Luc Moreau était un ancien commissaire de police reconverti qui avait développé un réseau de contacts dans plusieurs pays méditerranéens. Les enlèvements d'enfants européens pour les vendre comme main-d'œuvre dans les pays du Sud, ça a existé, expliqua-t-il à l'inspecteur Santini.
C'était plus fréquent dans les années 70 et 80. Mais les réseaux étaient très discrets et très organisés. Les recherches de Jean-Luc Moreau portèrent rapidement leurs fruits. En explorant les archives de plusieurs consulats français au Maghreb, il découvrit des témoignages troublants. Plusieurs familles françaises avaient signalé, dans les années 80 et 90, avoir aperçu des enfants européens dans des situations suspectes. À Casablanca, en 1987, une touriste française avait signalé avoir vu un adolescent blond, parlant français avec un accent du Midi, qui travaillait dans des conditions précaires sur un chantier de construction. Quand elle avait voulu l'approcher, des hommes l'avaient chassé. À Tunis, en 1991, un diplomate français avait rapporté le témoignage d'un médecin local qui soignait régulièrement de jeunes Européens dans une exploitation minière de la région de Gafsa. Ces enfants, devenus adolescents puis adultes, étaient apparemment retenus contre leur gré. Ces témoignages, épars et anciens, commencèrent à dessiner le contour d'un trafic international. Jean-Luc Moreau concentra ses recherches sur les ports méditerranéens, soupçonnant une filière maritime. C'est à Alger qu'il obtint les informations les plus précises. Un ancien docker, Karim El Mansouri, maintenant âgé de 70 ans, accepta de témoigner contre rémunération. Il révéla l'existence d'un réseau franco-maghrébin qui opérait depuis les années 70. Il prenait des enfants en France, surtout des garçons entre 12 et 16 ans, expliqua-t-il. Il les emmenait en bateau vers l'Afrique du Nord, puis les vendait à des exploitants agricoles ou miniers. Ces enfants devenaient des esclaves. Beaucoup mouraient jeunes, d'épuisement ou de maladie. Karim El Mansouri décrivit le mode opératoire. Il repérait les enfants dans les ports ou près des écoles. Il leur proposait du travail sur des bateaux ou des stages. Les enfants étaient attirés par l'aventure. Une fois à bord, impossible de revenir en arrière. Il donna des noms, des dates, des itinéraires. L'organisation était dirigée par un certain Ahmed Ben Ali, le même docker, qui avait témoigné en 1982 avoir vu Fabien parler avec un inconnu. Cette coïncidence ne pouvait pas être fortuite. L'inspecteur Santini lança immédiatement des recherches sur Ahmed Ben Ali. L'homme avait quitté Marseille en 1984, officiellement pour retourner au pays. Aucune trace de lui depuis cette date dans les fichiers français. Grâce au contact de Jean-Luc Moreau, ils découvrirent qu'Ahmed Ben Ali avait effectivement regagné l'Algérie en 1984. Il avait vécu à Oran jusqu'en 1995, date à laquelle il avait mystérieusement disparu. Les autorités locales suspectaient un règlement de compte entre trafiquants. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Fabien avait très probablement été enlevé par le réseau d'Ahmed Ben Ali, emmené en Afrique du Nord et vendu comme main-d'œuvre. La lettre de 1999 provenait donc vraiment de lui, 17 ans après sa disparition. Fort de ces révélations, l'inspecteur Santini demanda l'aide des autorités algériennes. La coopération policière franco-algérienne était complexe à cette époque. Mais l'affaire touchait suffisamment les deux pays pour justifier une enquête conjointe. Le commissaire Youssef Benessa, de la police judiciaire d'Alger, accepta de collaborer. Il connaissait bien les réseaux de trafic qui sévissaient dans la région depuis les années 70. Ces organisations exploitaient la pauvreté et la corruption locale, expliqua-t-il. Ils achetaient la complicité de responsables locaux et faisaient travailler les enfants dans des conditions épouvantables. Les recherches se concentrèrent sur les exploitations minières et agricoles de l'intérieur du pays où des enfants européens auraient pu être cachés. Plusieurs témoignages confirmèrent la présence, dans les années 80 et 90, de jeunes Français dans des fermes isolées de la région de Djelfa. Un témoignage particulièrement précis attira l'attention. Fatima Benouda, ancienne cuisinière dans une exploitation agricole près d'Aflou, se souvenait d'un jeune homme blond qui travaillait au champ depuis plusieurs années. Il parlait français avec l'accent du Sud, témoigna-t-elle. Il disait s'appeler Fabien et qu'il venait de Marseille. Il travaillait dur, ne se plaignait jamais. Les autres ouvriers l'aimaient bien. Il avait appris l'arabe et nous aidait parfois à la cuisine.
Fatima décrivit un jeune homme d'environ 25 ans, mince, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Il portait une cicatrice à la main droite et un bracelet en cuir tressé qu'il ne quittait jamais. Ces détails correspondaient parfaitement au signalement de Fabien. Un jour, en 1998, il a disparu, poursuivit Fatima. Le patron a dit qu'il était parti travailler ailleurs. Mais nous, on n'y a pas cru. Fabien n'aurait jamais quitté les lieux sans nous dire au revoir. Cette piste semblait prometteuse, mais l'exploitation agricole avait fermé en 1999 et son propriétaire était décédé. Les ouvriers s'étaient dispersés, certains étaient retournés dans leur village d'origine, d'autres avaient émigré. L'enquête prenait des proportions internationales. L'inspecteur Santini coordonnait les recherches depuis Marseille, tandis que le commissaire Benessa menait les investigations sur le terrain algérien. Jean-Luc Moreau servait d'intermédiaire, utilisant ses contacts pour obtenir des informations que les voies officielles n'auraient pas permis d'obtenir. Les investigations révélèrent l'ampleur du trafic. Entre 1975 et 1995, le réseau dirigé par Ahmed Ben Ali avait enlevé plusieurs dizaines d'enfants français, principalement dans les ports méditerranéens. Ces enfants étaient acheminés vers l'Afrique du Nord par bateau, puis vendus à des exploitants agricoles ou miniers. La plupart des victimes étaient des garçons âgés de 12 à 16 ans, issus de familles modestes. Les trafiquants les choisissaient pour leur apparence physique, cheveux clairs, yeux bleus, qui en faisaient une marchandise prisée dans certaines régions. Le mode opératoire était toujours le même. Un homme se présentait comme marin ou armateur, proposait un stage ou un travail sur un bateau. L'enfant, attiré par l'aventure maritime, suivait son interlocuteur. Une fois à bord, il était emmené vers l'Afrique du Nord et vendu. Les autorités françaises et algériennes reconstituèrent la liste des victimes présumées. Outre Fabien, ils identifièrent 12 autres cas de disparition suspectes entre 1975 et 1990. Des enfants disparus dans des circonstances similaires à Marseille, Nice, Toulon ou Sète. En octobre 1999, l'enquête aboutit à l'arrestation de 3 complices du réseau, encore vivants. 2 Français et un Algérien, tous âgés de plus de 60 ans. Leurs témoignages confirmèrent l'existence du trafic et le rôle central d'Ahmed Ben Ali. Ben Ali était le chef, déclara l'un d'eux. Il organisait tout, le repérage des enfants, leur transport, leur vente. Il avait des contacts partout, de Marseille à Alger. Ces arrestations permirent de reconstituer partiellement l'itinéraire de Fabien. Enlevé au port de Marseille le 23 mars 1982, il avait été emmené le soir même à bord d'un cargo vers Alger. De là, il avait été transféré vers l'intérieur du pays et vendu à un exploitant agricole. L'enfant était robuste et intelligent, témoigna l'un des complices. Il s'est adapté rapidement, il a appris l'arabe, s'est intégré parmi les ouvriers. Ben Ali était content de cette opération. Parallèlement aux arrestations, les recherches continuaient pour localiser Fabien. Si les témoignages de Fatima Benouda étaient exacts, il avait vécu dans la région d'Aflou jusqu'en 1998, puis avait disparu à nouveau. Le commissaire Benaïssa enquêta dans tous les villages de la région. Il interrogea d'anciens ouvriers agricoles, des commerçants, des responsables locaux. Plusieurs personnes se souvenaient du jeune Français blond qui travaillait dans les fermes. Il était respecté, témoigna un ancien contremaître. Il ne se plaignait jamais, faisait son travail consciencieusement. Il avait appris notre langue et nos coutumes. Mais on voyait qu'il pensait souvent à sa famille. Un détail intrigua les enquêteurs. Plusieurs témoins affirmaient que Fabien cherchait régulièrement un moyen de contacter sa famille en France. Il avait tenté d'écrire des lettres, mais n'avait jamais trouvé quelqu'un de confiance pour les poster. C'est alors qu'intervint un nouveau témoignage capital. Karim Hadji, commerçant itinérant qui sillonnait la région dans les années 90, se souvint d'une rencontre particulière en 1999. « Un jeune homme m'a abordé au marché d'Aflou, raconta-t-il. Il parlait français et arabe. Il m'a dit qu'il s'appelait Fabien et qu'il venait de Marseille. Il m'a donné une lettre en me demandant de la poster en France lors de mon prochain voyage.
Karim Hadji confirma avoir effectivement posté cette lettre à Marseille en mai 1999, lors d'un voyage pour rendre visite à sa famille immigrée. Il avait glissé l'enveloppe dans une boîte aux lettres du 6e arrondissement sans se préoccuper davantage de son contenu. Ce témoignage authentifiait définitivement la lettre reçue par Marie Masson. Fabien était bien vivant en 1999 et avait réussi à contacter sa mère après 17 ans de silence forcé. Mais où était Fabien maintenant? Selon Karim Hadji, le jeune homme avait évoqué son intention de quitter la région. Il m'a dit qu'il voulait se rapprocher de la côte, trouver un moyen de rentrer en France. Mais c'était dangereux pour lui. Il avait peur des hommes qui l'avaient emmené. Les recherches se concentrèrent sur les villes côtières algériennes. Alger, Oran, Annaba. Dans chacune de ces villes, des témoins furent interrogés, des avis de recherche diffusés. Mais Fabien semblait avoir disparu une nouvelle fois. Une piste émergea à Oran en décembre 1999. Un docker témoigna avoir employé temporairement un jeune homme correspondant au signalement de Fabien. Il cherchait du travail sur les bateaux. Il voulait retourner en Europe, mais sans papier, c'était impossible. Ce témoignage laissait entrevoir que Fabien tentait effectivement de rentrer en France, mais se heurtait aux difficultés administratives et aux dangers que représentaient ses anciens ravisseurs. L'inspecteur Santini fit le point avec Marie et Claude Masson en janvier 2000. L'enquête avait permis d'établir avec certitude que leur fils était vivant en 1999, mais sa localisation actuelle restait mystérieuse. « Nous avons fait d'énormes progrès », expliqua-t-il. « Nous savons ce qui est arrivé à Fabien. Nous avons arrêté une partie du réseau responsable, mais le retrouver aujourd'hui relève de l'enquête de longue haleine. » Marie et Claude accueillirent ces révélations avec des sentiments mélangés. D'un côté, ils étaient soulagés de savoir leur fils vivant et de comprendre enfin ce qui s'était passé. De l'autre, ils réalisaient l'ampleur des souffrances qu'il avait endurées. 17 ans d'esclavage, murmura Marie. Mon pauvre enfant, qu'est-ce qu'il a dû vivre? Claude, plus pragmatique, se concentrait sur l'avenir. L'important, c'est qu'il soit vivant. S'il a réussi à nous écrire une fois, il recommencera. Il faut être patient. L'affaire Fabien Masson attira rapidement l'attention des médias. La découverte d'un réseau de trafic d'enfants entre la France et l'Afrique du Nord fit la une de plusieurs journaux nationaux. Les télévisions s'emparèrent du sujet, diffusant la photo de Fabien adolescent et celle de ses parents vieillis par l'attente. Cette médiatisation eut des effets inattendus. Plusieurs familles contactèrent la police pour signaler des disparitions similaires. D'anciens travailleurs immigrés témoignèrent avoir vu des enfants européens dans des situations suspectes. Un témoignage particulièrement troublant vint d'un ancien ouvrier marocain qui avait travaillé dans les mines de phosphate de Kouribga dans les années 80. Il affirma avoir côtoyé plusieurs adolescents français qui vivaient dans des conditions proches de l'esclavage. Ils étaient une dizaine, raconta-t-il, des garçons de différents âges, tous blonds ou châtains. Ils ne parlaient que français au début, puis ont appris l'arabe. Certains sont morts d'épuisement, d'autres ont grandi et sont restés. Ces révélations élargissaient encore l'ampleur du trafic. Il ne s'agissait pas seulement du réseau de Ben Ali, mais d'une véritable filière internationale qui avait opéré pendant des décennies. L'affaire prit une dimension politique quand des députés français et algériens demandèrent l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Les relations diplomatiques entre les deux pays, déjà complexes, furent temporairement tendues par ces révélations. C'est dans ce contexte médiatisé qu'arriva une deuxième lettre, en mars 2000, exactement 18 ans après la disparition de Fabien. Cette fois, Marie la trouva glissée sous sa porte d'appartement, sans enveloppe. La lettre était plus courte, écrite sur une seule page. L'écriture était la même que celle de 1999, mais semblait plus assurée. Le français était également plus correct, moins hésitant. « Chère maman, j'ai vu mon histoire à la télévision. Je suis heureux que vous sachiez enfin la vérité. Je vais bien, mais je ne peux toujours pas rentrer. Les hommes qui m'ont emmené ont encore des complices en liberté. Si je reviens maintenant, je mets ma vie et la vôtre en danger. »
La lettre révélait que Fabien suivait l'enquête depuis l'étranger et connaissait l'arrestation des complices de Ben Ali. Il expliquait vivre désormais sous une fausse identité dans un pays qu'il ne pouvait nommer. Je travaille honnêtement, j'ai appris plusieurs métiers pendant toutes ces années. J'ai aussi appris l'arabe, l'italien et un peu d'anglais. Je ne suis plus le petit garçon que vous avez connu, mais je vous aime toujours autant. La fin de la lettre était particulièrement émouvante. Un jour, quand tout danger sera écarté, je reviendrai. En attendant, vivez votre vie. Ne vous inquiétez plus pour moi. Je suis un homme maintenant, je sais me débrouiller. Embrassez papa de ma part, votre fils qui vous aime, Fabien. Cette deuxième lettre réconforta Marie et Claude, tout en les frustrant davantage. Savoir leur fils en vie et en sécurité les rassurait, mais l'impossibilité de le revoir les déchirait. L'inspecteur Santini analysa cette nouvelle lettre avec les mêmes méthodes que la première. Les conclusions furent identiques. Il s'agissait très probablement de Fabien, écrivant depuis un lieu sûr, mais qu'il ne pouvait révéler. L'affaire Fabien Masson était devenue l'une des enquêtes les plus suivies de l'année 2000. L'inspecteur Santini coordonnait désormais une équipe de 6 policiers, aidés par Interpol et les services de police de plusieurs pays méditerranéens. Les arrestations de complices se poursuivaient. En juin 2000, 2 autres membres du réseau furent interpellés en Tunisie. Leurs témoignages permirent d'identifier d'autres victimes et de reconstituer plus précisément l'organisation criminelle. Le réseau avait fonctionné selon un modèle quasi-industriel. Les enfants étaient recrutés en France par des rabatteurs, généralement des hommes d'apparence respectable, qui fréquentèrent les ports et les écoles. Ils étaient ensuite acheminés par bateau vers l'Afrique du Nord, où des intermédiaires les vendaient aux plus offrants. Les acheteurs étaient principalement des exploitants agricoles ou miniers qui cherchaient une main-d'œuvre docile et peu coûteuse. Les enfants européens étaient particulièrement prisés car ils étaient coupés de toute aide extérieure et ne risquaient pas de s'échapper. C'était un commerce organisé, expliqua l'un des complices arrêtés. Il y avait des tarifs selon l'âge et l'apparence. Un garçon blond de 14 ans valait plus cher qu'un brun de 16 ans. Ces révélations soulevèrent l'indignation de l'opinion publique. Des associations de défense des droits de l'enfant organisèrent des manifestations pour exiger que toute la lumière soit faite sur ce trafic. En septembre 2001, s'ouvrit le procès des membres du réseau Ben Ali, arrêtés par la police. 5 hommes comparaissaient devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, accusés d'enlèvement et de réduction en esclavage de mineurs. Marie et Claude Masson se constituèrent partie civile, représentée par maître Sophie Durand, avocate spécialisée dans la défense des victimes. Ils assistèrent à toutes les audiences, espérant peut-être obtenir de nouveaux éléments sur le sort de leur fils. Les débats durèrent 3 semaines. Les accusés, tous âgés de plus de 60 ans, reconnurent partiellement les faits, tout en minimisant leur rôle. Ils décrivèrent Ahmed Ben Ali comme le véritable organisateur du trafic. « Nous, on ne faisait qu'obéir », déclara l'un d'eux. Ben Ali avait des relations partout, on ne pouvait pas lui dire non. Les témoignages des victimes furent particulièrement poignants. Outre le cas de Fabien, l'enquête avait permis d'identifier 8 autres enfants enlevés par le réseau. 3 d'entre eux avaient pu être retrouvés et témoignèrent lors du procès. Leurs récits révélèrent l'horreur des conditions de vie imposées aux enfants esclaves. Travail dès l'aube, nourriture insuffisante, interdiction de parler français, punition corporelle en cas de désobéissance. Les premières années, je pensais à mes parents tous les jours, témoigna Laurent Duval, enlevé à Nice en 1979 à l'âge de 13 ans. Puis j'ai compris que je ne les reverrais jamais. J'ai arrêté d'espérer. Laurent avait réussi à s'échapper en 1995, après 16 ans de captivité. Il vivait maintenant en Espagne, sous une fausse identité, terrorisé à l'idée d'être retrouvé par d'anciens complices du réseau. Le procès se termina par des condamnations sévères, 15 à 20 ans de réclusion criminelle pour les accusés. Mais ces verdicts ne satisfirent pas entièrement les familles des victimes, qui réclamaient que toute la lumière soit faite sur l'étendue du trafic. Après le procès, l'affaire Fabien Masson continua de hanter Marie et Claude.
Ils recevaient régulièrement des témoignages de personnes affirmant avoir vu leur fils dans différents pays. Espagne, Italie, Grèce, Turquie. Chaque signalement était vérifié par les autorités compétentes, mais aucun ne donna de résultats concrets. Fabien semblait avoir réussi à créer une nouvelle identité et à disparaître dans l'anonymat. En 2003, une troisième lettre arriva, toujours déposée discrètement sous la porte de l'appartement. Cette fois, Fabien évoquait sa nouvelle vie, sans entrer dans les détails. « Je vis dans un pays où je me sens en sécurité. J'ai appris un métier que j'aime. J'ai même des amis qui ne connaissent rien de mon passé. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Mais ce n'est pas encore possible. » Cette allusion à une relation amoureuse émut particulièrement Marie. Son fils construisait une nouvelle vie, fondait peut-être une famille. Elle était heureuse pour lui, mais triste de ne pas pouvoir partager ces moments. L'inspecteur Santini, promu commissaire en 2004, continua de s'intéresser à l'affaire. Il maintint des contacts avec ses homologues européens et maghrébins, espérant toujours obtenir une piste décisive. Fabien est devenu un expert en clandestinité, confia-t-il à Marie et Claude. Il a appris à survivre dans des conditions extrêmes. Maintenant, il utilise cette expérience pour rester invisible. C'est paradoxalement sa force. En 2005, Marie prit sa retraite anticipée de l'éducation nationale. À 61 ans, elle voulait consacrer tout son temps à retrouver son fils. Elle créa une association d'aide aux familles de disparus et milita pour une meilleure coopération policière internationale. Claude, lui, continua de travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite. Ses problèmes cardiaques s'étaient stabilisés et l'espoir de revoir Fabien lui donnait la force de continuer. En 2007, 25 ans après la disparition de Fabien, Marie et Claude reçurent une dernière lettre. Plus longue que les précédentes, elle révélait davantage de détails sur la nouvelle vie de leur fils. « Je vis maintenant sous le nom de Franco Martinelli. J'ai épousé une femme merveilleuse qui s'appelle Isabella. Nous avons eu un petit garçon l'année dernière. Je l'ai appelé Claude comme grand-père. J'aimerais tellement que vous le connaissiez. » La lettre était accompagnée d'une photo. Un homme de 39 ans, bronzé, avec des cheveux plus foncés qu'autrefois, portant un enfant dans ses bras. Malgré les années et les changements physiques, Marie reconnut immédiatement les yeux bleus de son fils. « Nous vivons dans un petit village près de la mer. Je travaille dans la construction navale comme papa. Isabella enseigne dans l'école locale. Nous sommes heureux, mais il me manque quelque chose. Vous. » Fabien expliquait qu'il suivait toujours l'actualité française par Internet. Il savait que ses ravisseurs avaient été condamnés, que le réseau avait été démantelé. Mais des complices couraient encore, et il craignait toujours pour sa sécurité. « Un jour, quand je serai sûr qu'il n'y a plus aucun danger, je reviendrai vous voir. En attendant, sachez que vous êtes dans mes pensées chaque jour. J'ai raconté votre histoire à Isabella et à mes amis. Ils comprennent pourquoi je ne peux pas encore rentrer. » Cette lettre réconforta Marie et Claude tout en attisant leur impatience. Savoir Fabien heureux, marié, père de famille, les comblait de joie. Mais l'impossibilité de rencontrer leur belle-fille et leur petit-fils les frustrait énormément. Ils encadrèrent la photo et l'installèrent dans le salon, à côté de celle de Fabien adolescent. Deux visages du même homme, séparés par 25 ans de souffrance et d'espoir. Le commissaire Santini analysa minutieusement cette dernière lettre. Plusieurs détails l'intriguèrent. La mention d'un village près de la mer, le travail dans la construction navale, le nom italien adopté par Fabien. Il contacta ses homologues italiens pour vérifier si un Franco Martinelli, correspondant au signalement, avait été enregistré récemment dans les registres d'état civil. Les recherches, menées discrètement pour ne pas compromettre la sécurité de Fabien, ne donnèrent aucun résultat. « Il a probablement choisi une identité indétectable », conclut le commissaire. « Ou alors il vit dans un pays où les contrôles sont moins stricts. » Marie et Claude acceptèrent cette situation avec résignation. Leur fils était vivant, heureux, en sécurité. C'était l'essentiel. Ils pouvaient attendre encore, aussi longtemps qu'il le faudrait.
En 2010, ils déménagèrent une dernière fois, dans un appartement plus petit près du Vieux-Port. À leurs âges respectifs, 66 et 70 ans, ils voulaient profiter de leur retraite tout en restant disponibles si Fabien décidait de reprendre contact. Ils organisèrent leur nouvelle vie autour de cet espoir. Chaque matin, Marie vérifiait s'il n'y avait pas de lettres sous la porte. Chaque soir, Claude scrutait les visages dans la rue, espérant reconnaître les traits de son fils. L'association créée par Marie avait aidé plusieurs familles à retrouver des proches disparus. Ses succès la réconfortaient et lui donnaient la force de continuer son combat. Cette histoire nous montre comment l'amour d'une mère peut survivre à 17 ans de silence, comment une famille peut maintenir l'espoir face à l'impossible. L'affaire Fabien Masson révéla l'existence d'un trafic d'enfants d'une ampleur insoupçonnée, mais aussi la capacité humaine à surmonter les pires épreuves. Aujourd'hui, Marie et Claude Masson vivent toujours à Marseille. Ils ont 79 et 83 ans. Ils espèrent encore revoir leur fils, rencontrer leur belle-fille et leur petit-fils. Chaque jour qui passe rapproche peut-être ce moment tant attendu. Fabien, s'il lit ces lignes, sait que ses parents l'attendent. Il sait aussi que l'amour familial peut triompher de toutes les séparations, de toutes les souffrances. Un jour, peut-être, la porte de l'appartement s'ouvrira sur un homme de 50 ans qui dira simplement « Bonjour maman, bonjour papa, je suis rentré ». En attendant ce jour, Marie continue de poser une rose rouge sur la stèle du cimetière Saint-Pierre chaque 23 mars. Et chaque soir, elle murmure la même prière « Reviens-nous, mon fils, nous t'attendrons toujours ». L'affaire Fabien Masson démontre que certaines histoires n'ont pas de fin définitive. Elles continuent de vivre dans le cœur de ceux qui aiment, dans l'espoir de ceux qui attendent. Car l'amour véritable ne connaît ni distance ni durée. Il traverse les années, les frontières, les épreuves et demeure intact, fidèle à lui-même, éternel. Ce cas nous révèle également les horreurs du trafic d'êtres humains, un fléau qui continue malheureusement d'exister aujourd'hui sous d'autres formes. Combien d'enfants disparaissent encore chaque année, emmenés loin de leur famille par des réseaux criminels? Combien de parents vivent le même calvaire que Marie et Claude Masson? Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous pu percevoir les signes tout au long du récit? Partagez vos théories dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce témoignage bouleversant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également s'intéresser à ce type d'enquête approfondie.